J'ai élevé 2 enfants que je croyais miens. J'ai bâti une vie, payant chaque facture sans me plaindre. Puis, un soir, j'ai trouvé un enregistrement audio sur le compte cloud de ma femme. Sa propre voix, calme comme si de rien n'était, décrivant exactement comment elle m'avait utilisé pendant des années. Et l'homme qu'elle protégeait était déjà chez moi, parlant à mes enfants. Mon nom est Evan Carmichael. J'ai 44 ans. Je possède une entreprise d'import-export à Indianapolis. Principalement des pièces automobiles et des fournitures industrielles venant de l'étranger, expédiées à des distributeurs à travers le Midwest. Ce n'est pas glamour. Personne n'écrit d'articles de magazines sur des types comme moi. Mais ça rapporte bien. Ça me tient occupé. Et pendant longtemps, ça m'a empêché de remarquer les fissures dans tout le reste. J'ai rencontré Margot quand j'avais 37 ans. Elle en avait 35. Elle avait déjà une petite fille nommée Lily qui avait 2 ans à l'époque. La première chose que Margot m'a dite à propos du père de Lily, c'est qu'il avait simplement disparu. Il avait juste disparu un jour, dit-elle, haussant les épaules comme si c'était une vieille nouvelle. Il ne voulait pas de la responsabilité. Il ne pouvait pas gérer le fait d'être un papa. Je n'ai pas fouillé. Margot avait cette façon de vous faire sentir que poser trop de questions était en quelque sorte impoli. Comme si la curiosité était une insulte. Alors, je n'ai pas demandé. Pas alors. Pas pendant longtemps. Lily était une enfant calme. Douce d'une manière qui vous touchait sans effort. Le genre d'enfant qui s'asseyait à côté de vous sur le canapé et se penchait contre votre flanc sans dire un mot. Comme si être près de vous suffisait. J'étais souvent absent pour le travail, les expéditions, les réunions avec les fournisseurs, de longues périodes à l'entrepôt quand une grosse commande arrivait. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, elle était là, me regardant franchir la porte comme si j'étais la meilleure partie de sa journée. J'ai commencé à la considérer comme la mienne assez vite, plus vite que je n'aurais probablement dû. Mais personne ne m'avait prévenu de cela. Personne ne vous dit à quelle vitesse un enfant peut devenir la raison pour laquelle vous rentrez chez vous. Margot et moi sommes devenus sérieux en 1 an. Elle a emménagé et la maison a cessé d'être juste un endroit où je dormais. Elle est devenue quelque chose de réel. Je me souviens de la nuit exacte où j'ai su qu'elle était la bonne. Un jeudi de fin octobre, Lily avait fait un dessin à l'école. C'était notre famille. Moi, Margot et elle. 3 bonshommes allumettes debout sous un grand soleil jaune. Elle me l'a tendu des 2 mains, très sérieuse. Et a dit, c'est nous, papa. J'ai mis ce dessin sur le réfrigérateur. Il y est resté pendant des années. Ce que je ne savais pas, ce que je ne découvrirais que bien plus tard, c'est que l'homme qui avait soi-disant disparu n'était allé nulle part. Il se trouvait à environ 40 minutes d'Indianapolis, roulant avec un club de motards appelé Iron Ridge, et il n'avait pas disparu de la vie de Lily. Il était simplement soigneusement caché de la mienne. Mais à l'époque, rien de tout cela n'existait dans mon monde. Il n'y avait que la maison, l'entreprise et le rythme tranquille et régulier d'une vie que je pensais avoir gagnée honnêtement. Je n'étais pas le type le plus flamboyant dans n'importe quelle pièce où j'entrais. Jamais. Mais j'étais présent chaque jour sans faute. J'étais présent. Je payais les factures. Je réparais les choses quand elles cassaient. J'étais là au coucher et au petit déjeuner et à chaque moment ordinaire entre les deux. Et pendant un moment, cela me suffisait, comme si être stable et fiable était une forme de force en soi. Il y a eu un soir, au début, quand les choses entre nous semblaient encore toutes nouvelles. Je rentrais à la maison en parlant d'une éventuelle expansion de l'entreprise et Margot m'a regardé un long moment avant de dire, calmement, presque à elle-même, peut-être que je suis juste trop pour quelqu'un comme toi, Evan. J'ai ri, lui disant qu'elle plaisantait. Elle a souri et a laissé tomber, mais cette phrase m'est restée. Pas alors, pas de manière significative. Juste une petite chose. Facile à ranger et à oublier. Comme une graine que l'on ne remarque pas avant des années, quand elle a déjà poussé pour devenir quelque chose qu'on ne peut ignorer. Il s'avère que quelqu'un comptait sur cette stabilité pour des raisons que je n'avais jamais imaginées. Mais cette partie de l'histoire viendra plus tard. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est ceci, j'avais une vie qui ressemblait exactement à ce que je voulais. Et je n'avais aucune idée de la profondeur de la pourriture qui se cachait en dessous. Margot et moi nous sommes mariés un samedi début juin. Pas une grande affaire, peut-être 70 personnes,
la plupart de ma famille et une poignée de contacts professionnels qui se sentaient obligés de venir. Le côté de Margot était plus petit, plus calme. Sa mère, Linda, était assise au premier rang et s'est essuyé les yeux tout le temps. Son père était décédé quelques années avant que j'entre en scène, il y avait donc une chaise vide à côté de Linda avec une seule rose blanche dessus. Margot avait arrangé ça elle-même. C'était l'une des choses que j'aimais chez elle. Les petits gestes attentionnés qui vous disaient qu'elle portait son chagrin avec grâce au lieu de le laisser tout empoisonné autour d'elle. Lily était la petite fille d'honneur. Elle a pris son rôle incroyablement au sérieux, marchant dans l'allée avec un petit panier de pétales, les dispersant un par un comme si elle plantait quelque chose. Elle a levé les yeux vers moi quand elle est arrivée au bout et m'a fait un petit signe de tête comme pour dire « D'accord, c'est bon. Vous pouvez continuer. » J'ai failli éclater de rire. Cet enfant avait le don de rendre tout plus léger rien qu'en étant dans la pièce. Je me souviens d'être resté là, à l'hôtel, regardant Margot venir vers moi et me sentant comme si j'avais vraiment gagné quelque chose. Pas seulement une femme, une famille, une vraie, avec toutes les parties désordonnées, imparfaites, belles qui vont avec. Lily faisait partie de ce paquet. Et je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Elle était déjà la mienne de toutes les manières importantes. La lune de miel fut simple. Une semaine dans un chalet en pleine nature. Pas de complexe hôtelier sophistiqué, pas de destination exotique, juste des arbres, un lac et assez de calme pour enfin pouvoir réfléchir. Nous avons cuisiné ensemble chaque soir. Margot a ri plus que je ne l'avais vu rire depuis des mois. C'était comme une remise à zéro, comme si nous commencions quelque chose de propre. Et puis, environ 10 mois après le mariage, Margot m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais assis à la table de la cuisine, parcourant des manifestes d'expédition, quand elle est entrée et a simplement posé le test devant moi. Pas de préambule, pas de préparation, juste un petit bâtonnet en plastique avec 2 lignes et un sourire que je peux encore voir quand je ferme les yeux. J'ai reculé de la table si vite que ma chaise a éraflé le sol. Je l'ai soulevée, je l'ai fait tourner là, dans la cuisine, comme dans un film que je ne me serais jamais assis pour regarder. Owen, nous l'avons appelé Owen. Cette grossesse a tout changé dans la maison. Lily, qui avait toujours été calme et prudente, est soudainement devenue protectrice d'une manière qui nous a surpris tous les deux. Elle posait sa main sur le ventre de Margot le soir pendant que nous regardions la télévision, la laissant juste là comme si elle montait la garde. Je la surprenais parfois à chuchoter au bébé. De petites conversations à sens unique que je ne pouvais jamais tout à fait distinguer. Quoi qu'elle dise, cela semblait important pour elle. J'ai commencé à penser à l'espace. La maison dans laquelle nous étions convenait pour 3 d'entre nous, mais 4, cela allait devenir serré. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel homme dans ma position ferait. Je me suis assis, j'ai fait les calculs et j'ai pris une décision. J'ai demandé un prêt immobilier pour un endroit plus grand, une coloniale de 4 chambres à environ 20 minutes de l'entreprise. Les paiements étaient élevés, mais j'avais les revenus pour les couvrir. J'ai signé les documents sans hésitation. C'était pour ma famille. Aucun chiffre sur cette page n'aurait pu m'arrêter. Owen est né un mardi matin de mars. 8 livres, 2 onces, une tête pleine de cheveux foncés et une paire de poumons qui pouvaient remplir une pièce. J'étais là à chaque seconde. Je lui ai tenu la main pendant que Margot se reposait et je l'ai juste regardé. Cette petite personne qui était censée être la moitié de moi, la moitié de nous. J'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine. Quelque chose qui avait été agité pendant des années est finalement devenu silencieux. Le certificat de naissance est revenu vite, plus vite que prévu, honnêtement. Mais l'infirmière de l'hôpital s'est occupée de la majeure partie pendant que Margot se remettait encore. J'ai signé là où on m'a dit de signer. Evan Carmichael était listé comme son père. Je n'ai pas songé à le remettre en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon fils. Je l'avais vu venir au monde. Il n'y avait rien dans cette pièce qui me faisait douter de quoi que ce soit. J'ai ramené le certificat à la maison, l'ai rangé dans le dossier avec les autres papiers importants, et ne l'ai plus regardé pendant des années. Certains documents, on leur fait simplement confiance. Ils deviennent une partie de la fondation, et on construit tout par-dessus sans jamais vérifier si le sol en dessous est solide. J'aurais dû vérifier. J'ai failli ne pas y aller. L'invitation est arrivée par email. L'une de ces newsletters génériques de l'association des anciens élèves du lycée.
Le genre que l'on supprime généralement sans lire au-delà de l'objet. Promotion 2002, réunion des 22 ans. Pas exactement une étape marquante pour laquelle on planifie des vacances. Mais quelque chose m'a fait cliquer. Peut-être la curiosité. Peut-être le fait que ma vie était devenue si calme ces derniers temps que même une mauvaise idée me semblait un changement de décor. Margot et moi traversions une période difficile. Pas de dispute exactement, plutôt une sorte de dérive. Elle passait plus de soirées dehors, club de lecture, soirées vin entre amis, un cours de yoga qui finissait toujours tard. Je n'y pensais pas beaucoup. Nous étions mariés depuis assez longtemps pour que je suppose qu'elle avait simplement besoin de son espace. Tout le monde en a besoin, alors j'ai laissé tomber comme je laissais la plupart des choses. Tranquillement et sans faire d'histoire. La réunion a eu lieu dans une salle de banquet à l'est de la ville. Un endroit générique, rien de chic. Plancher stratifié, un bar payant, et une playlist qui n'avait pas été mise à jour depuis le bal de promo junior. Je suis arrivé seul. Margot avait dit qu'elle ne se sentait pas bien ce soir-là. Et honnêtement, je n'ai pas insisté. J'ai pris une bière, trouvé une table à l'arrière, et passé la première demi-heure à hocher la tête à des gens dont je me souvenais à peine des noms. C'est là que je l'ai vu. Il se tenait près de l'entrée, remplissant une étiquette de nom avec une confiance décontractée, comme s'il était à sa place, même si quelque chose chez lui semblait légèrement étrange. Grand, large d'épaules, portant un blouson de cuir qui avait connu des jours meilleurs, mais qui semblait lui aller parfaitement. Il a scanné la pièce comme le fait quelqu'un qui cherche un visage spécifique. Pas seulement un visage familier. Ses yeux se sont posés sur moi et il a souri. Pas un grand sourire, juste un petit sourire entendu, comme s'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Il s'est approché. « Evan, c'est bien ça, Evan Carmichael ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui. »« Je vous connais ?» Vince Alderman, dit-il, me tendant la main. « J'ai obtenu mon diplôme un an après toi. Nous ne nous sommes pas beaucoup croisés, mais je sais qui tu es. » Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait marquer une pause. Pas menaçant, juste délibéré, comme si les mots avaient été choisis avec soin. Nous avons parlé un moment. Des choses superficielles au début. Vieux professeur, à quoi ressemblait l'école maintenant, l'habituel. Mais Vince n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers l'entrée, vérifiant la porte toutes les quelques minutes comme s'il attendait que quelqu'un de spécifique entre. Je n'y ai pas pensé. Certaines personnes sont juste agitées. Et puis Margot est entrée. Elle avait changé d'avis, apparemment. Décidé de venir après tout. Elle portait une robe bleu foncé que je n'avais jamais vue. Ses cheveux lâchés autour de ses épaules. Elle était belle. Mieux que belle. Elle ressemblait à une femme qui avait un endroit important où aller et qui s'était habillée en conséquence. Elle est entrée avec cette assurance facile qu'elle avait toujours, ce calme, cette imperturbabilité qui m'avait attiré au départ. Ses yeux ont parcouru la pièce, me cherchant. Et pendant une seconde, tout semblait normal. Juste ma femme arrivant en retard, cherchant son mari. Puis son regard a croisé Vince, et elle s'est arrêtée. Pas un trébuchement, pas une pause, un arrêt net, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et l'avait figé en plein pas. La couleur ne lui a pas quitté le visage d'un coup. Elle est partie par étapes, comme une marée qui se retire du rivage. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes et sa main s'est serrée autour de la petite pochette qu'elle tenait jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. J'ai tout observé, chaque seconde. Et je n'ai rien compris. Pas encore. Vince, pour sa part, n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il ne lui a pas souri. N'a pas fait signe. Il l'a juste regardé avec son expression calme et stable comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. J'ai regardé entre les deux. Vous vous connaissez ? Les yeux de Margot ont claqué vers les miens. Elle s'est reprise vite, plus vite que quiconque je n'ai jamais vu se remettre de quelque chose comme ça. La couleur est revenue. La posture s'est redressée. Le sourire est revenu comme un masque qu'elle avait pratiqué 1000 fois. Non, dit-elle, sa voix parfaitement égale. Je ne crois pas. Mais Vince a juste incliné la tête et a dit très doucement. On s'est déjà rencontrés. L'air dans cette pièce a changé. Je n'aurais pu l'expliquer à personne si on me l'avait demandé, mais quelque chose s'est déplacé à ce moment-là entre nous trois. Quelque chose qui était enfoui depuis longtemps était soudainement à la surface,
et j'étais le seul dans la pièce à ne pas savoir de quoi il s'agissait. La réunion m'est restée en tête pendant des jours après, non pas à cause d'une grande confrontation. Il n'y en a pas eu. Margot et moi sommes rentrés à la maison principalement en silence, ce qui n'était pas inhabituel. Je lui ai demandé une fois si elle allait bien, et elle a répondu que oui, juste fatiguée. J'ai laissé tomber. C'était mon schéma. C'était ma façon de fonctionner. Je n'insistais pas. Je ne fouillais pas. Je faisais confiance à ce que si quelque chose n'allait pas, elle me le dirait quand elle serait prête. Mais quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas le définir exactement. C'était plus comme si une fréquence avait changé dans le bruit de fond de notre vie. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait entendre, mais que je pouvais absolument ressentir. Une vibration sous tout, comme une faille dormante depuis des années qui venait juste de commencer à bouger. Je me suis plongé dans le travail. C'était toujours ma réaction quand les choses ne semblaient pas stables à la maison. Les expéditions ne se soucient pas de votre vie personnelle, et les fournisseurs n'attendent pas que vous régliez vos sentiments. Alors, je me suis enterré dans la logistique, dans les chiffres, dans le monde propre et prévisible des factures et des calendriers de livraison. Cela m'a aidé pendant un temps. C'était un vendredi soir, environ une semaine après la réunion. Je suis rentré tôt pour une fois, ce qui était rare. Margot était sortie faire quelque chose qu'elle n'avait pas mentionné en détail. Les enfants étaient dans le salon. Owen était par terre avec ses camions, faisant des bruits de moteur sous son souffle, complètement perdu dans son propre monde. Lily était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, lisant un livre sur les dauphins. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai demandé comment s'était passée sa journée, des choses de l'école, principalement un projet sur le système solaire, une fille dans sa classe qui avait apporté une vraie météorite, du moins c'est ce qu'elle affirmait. Des choses d'enfant normales. J'écoutais à moitié présent, mon esprit encore à moitié sur une expédition qui avait 2 jours de retard. Puis elle a levé les yeux de son livre et son expression a changé. Pas de manière dramatique, juste un changement subtil. La façon dont un nuage se déplace devant le soleil. Elle m'a étudié une seconde comme si elle décidait de dire quelque chose. Et puis elle a dit, « Papa, pourquoi Doric dit-il qu'il est notre vrai papa ?» La pièce est devenue silencieuse. Owen a continué à jouer, inconscient, mais tout en moi est devenu complètement immobile. J'ai gardé mon visage neutre, j'ai respiré, lentement et régulièrement. La façon dont on gère une situation quand on sait qu'un faux pas peut briser quelque chose qu'on ne peut pas reconstituer. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» J'ai demandé, en gardant ma voix égale. Lily a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus décontractée du monde. « Derek, il vient nous voir parfois quand tu es au travail. Il m'a dit, à Owen et à moi, qu'il est notre vrai papa et que tu n'es que celui qui prend soin de nous. » Les mots ont atterri comme un poids physique dans ma poitrine. Pas aigu, pas explosif, juste lourd, dense, le genre de choses qui s'installe en vous et ne bouge plus. Quand a-t-il dit ça? J'ai demandé. Toujours calme, toujours stable à l'extérieur. Plusieurs fois, dit-elle. Maman nous a dit de ne pas en parler. Elle a dit que tu serais confus. Je serais confus. C'était la phrase. Pas contrarié, pas blessé, pas triste, confus, comme si la vérité était quelque chose de trop compliqué pour que je puisse la comprendre. Et Margot avait décidé seule que je n'avais pas besoin d'en être accablé. J'ai regardé Lily, cette fille que j'avais élevée, aimée, pour laquelle j'avais signé des papiers, autour de laquelle j'avais bâti une vie, et j'ai senti quelque chose bouger en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus calme que ça, quelque chose de plus froid. Le genre de sensation qui vous envahit quand vous réalisez que le sol sur lequel vous vous teniez n'a jamais été aussi solide que vous le pensiez. J'ai ébouriffé doucement ses cheveux et lui ai dit que tout allait bien. Que les affaires d'adulte étaient parfois compliquées et que je l'aimais quoi que n'importe qui d'autre dise. Elle a semblé satisfaite. Elle est retournée à ses dauphins. Owen a levé les yeux de ses camions et a dit, « Derek vient demain. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste resté assis dans le silence de ce salon et j'ai laissé le poids de ce que je venais d'apprendre s'installer dans les fondations de tout ce que je pensais savoir. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là après ce que Lily m'avait dit. Non pas parce que je m'écroulais. Je veux être clair là-dessus. Je ne pleurais pas dans mon oreiller et je ne fixais pas le plafond dans une sorte de spirale émotionnelle.
Je réfléchissais tranquillement, méthodiquement, comme je réfléchis à une expédition qui ne tient pas la route. Parce que c'est exactement ce que cela me semblait. Un manifeste avec des lignes manquantes. Des chiffres qui auraient dû être là n'y étaient pas. Et je devais découvrir pourquoi. Margot l'a remarqué. Bien sûr. Elle est perspicace. Elle m'a demandé 2 fois si quelque chose me tracassait. Les 2 fois, je lui ai dit non. Juste occupé par le travail. Elle n'a pas insisté. C'était une des choses que j'avais toujours appréciées chez elle. Elle me laissait de la place, me laissait l'espace pour régler les choses par moi-même. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que sa volonté de laisser passer les choses aurait pu être plus stratégique qu'il n'y paraissait. J'ai commencé par les finances. C'était mon territoire. L'import-export est une entreprise bâtie sur les chiffres. Marge, taux de change, frais d'expédition, droits de douane. Je sais lire un grand livre comme certains hommes lisent une pièce. Alors, je me suis assis à mon bureau un soir après que les enfants aient dormi, j'ai ouvert nos comptes ménagers et j'ai commencé à parcourir ligne par ligne. Au début, rien n'a sauté aux yeux. Épicerie, services publics, le prêt immobilier, fournitures scolaires, des choses normales. Mais j'ai continué à creuser, des archives plus anciennes. Et c'est là que je les ai trouvées. Des paiements à un endroit appelé Ridge Service. De petits montants au début, $200 ici, $350 là, dispersés sur différents mois. Je ne reconnaissais pas le nom. Ça ne me disait rien. Alors, j'ai cherché. Ridge Service s'est avéré être une coquille vide. À peine une présence sur le web. Pas d'adresse physique que je pouvais trouver, pas d'avis, rien. Juste un site web rudimentaire qui avait l'air d'avoir été assemblé en un après-midi. J'ai sorti l'historique des transactions et j'ai commencé à le cartographier sur un bloc-notes à l'ancienne. Chaque paiement, chaque jour, chaque montant. Le motif était indubitable une fois que je l'ai tout étalé. 12 mois de paiement, parfois 2 fois par mois, toujours entre 2 cents et 6 cents dollars. Jamais le même montant 2 fois, comme si quelqu'un variait délibérément les chiffres pour éviter de déclencher des alertes automatiques. Sur une année, cela représentait un peu plus de 5400 dollars. Et ce n'était qu'une seule année. Je suis allé plus loin, j'en ai trouvé d'autres, des montants différents, des noms légèrement différents, Ridge Maintenance, RS Consulting, même compte en dessous, même numéro de routage. J'ai passé 3 nuits à ne faire que suivre l'argent, à recouper les dates, à construire une chronologie sur le bloc-notes qui s'étendait sur 2 pages complètes. Au moment où j'ai eu fini, j'avais documenté plus de 38 000 dollars de paiements s'étalant sur près de 3 ans. 38 000 dollars s'écoulant de nos comptes conjoints vers des entreprises qui n'existaient pas, vers un nom que je commençais à soupçonner d'avoir tout à voir avec Iron Ridge. Le plus insidieux n'était pas l'argent. Je pouvais absorber le coût financier. L'entreprise était solide, et j'avais accumulé suffisamment de marge pour traverser quelque chose comme ça sans couler. Le plus insidieux, c'était la précision de la chose, le soin apporté à la cacher. Ce n'était pas bâclé. Ce n'était pas impulsif. Quelqu'un avait planifié cela, cartographié, et exécuté pendant des années pendant que j'étais assis à la même table de cuisine, approuvant les mêmes comptes sans jamais rien remarquer. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur portable et d'essayer de dormir quelques heures quand je me suis souvenu de quelque chose. Margot et moi partageons un compte iCloud. Une de ces choses que les couples mettent en place au début et auxquelles ils ne pensent plus jamais. Photos partagées, calendrier partagé. Je lui avais donné accès à tout quand nous nous sommes mariés parce que c'est ce à quoi la confiance ressemblait pour moi. Simple, total, incontesté. Je me suis connecté, j'ai ouvert la section de sauvegarde, et là, enfoui sous des centaines de fichiers sauvegardés, il y avait un enregistrement audio daté de 14 mois. Le nom du fichier était générique. Mémo vocal 0314. Cela ne voulait rien dire en soi. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Margot a rempli mes oreilles, claire et calme. La façon dont elle sonnait quand elle était détendue, quand elle pensait que personne n'écoutait, elle parlait à quelqu'un. Je n'entendais pas les réponses de l'autre personne, seulement sa partie de la conversation. Il ne posera jamais de questions, dit-elle. Il ne regarde pas les détails. Il me fait entièrement confiance. C'est tout l'intérêt. Une pause. Alors, il faut juste que ça reste stable. Pas trop d'un coup. Encore 6 mois,
peut-être 8, et nous aurons assez pour faire le déménagement. Après ça, peu importe ce qu'il trouve. Mes mains étaient stables sur l'ordinateur portable. Ma respiration était stable. Mais quelque chose en moi était devenu très, très froid. Le genre de froid qui ne vient pas de l'air. Il vient de la compréhension, tout à coup, que vous avez été manipulé. Pas une fois, pas par accident, mais délibérément, soigneusement, sur une longue période, par quelqu'un qui savait exactement à quel point il lui faisait confiance et l'a utilisé comme une arme. J'ai fermé l'ordinateur portable, suis resté assis dans la cuisine sombre pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Doug Kelly. Doug a répondu au deuxième coup de fil, même s'il était plus de 22 heures. Cela m'a dit quelque chose sur le genre d'avocat qu'il était. Je lui ai donné la version courte, juste assez pour lancer la conversation. Et il m'a dit de venir le voir le matin même. Ne confronte personne, dit-il. Ne change pas ton comportement. Ne la laisse pas savoir que tu cherches. Présente-toi demain et apporte tout ce que tu as. J'ai fait exactement cela. Au cours des jours suivants, j'ai agi avec prudence, discrètement. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai joué avec les enfants, j'ai dîné avec Margot comme si rien n'avait changé. Mais en dessous, je construisais un dossier. Doug m'a guidé à chaque étape. Quoi documenter, quoi sauvegarder, ce qui était important légalement et ce qui ne l'était pas. Il était méthodique et direct, et j'ai apprécié ces deux qualités à parts égales. C'est le mardi suivant que Derek Hay est apparu. J'étais rentré tôt encore une fois, j'avais commencé à écourter mes journées exprès, me disant que c'était pour passer plus de temps avec les enfants. Et c'était en partie vrai, mais c'était aussi parce que je voulais être là, observant, prêtant attention aux choses auxquelles j'avais passé des années à ne pas prêter attention. J'étais dans le garage, en train de réorganiser des cartons d'expédition que j'avais ramenés de l'entrepôt quand je l'ai entendu. Le grondement inconfondible d'un moteur de moto qui s'arrêtait à l'extérieur. Pas vite, pas agressif, juste lent et délibéré, comme quelqu'un qui voulait être entendu sans faire de scène. Je me suis avancé jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé. Une moto noire, polie mais bien usée, au ralenti sur le trottoir. L'homme dessus était grand, larges épaules, cheveux foncés tirés en arrière, portant une veste unie par-dessus ce qui ressemblait à un gilet de club. Il ne regardait pas la maison. Il me regardait. Il a coupé le moteur, est resté assis un instant, puis il a retiré son casque, l'a calé sous son bras, et a établi un contact visuel. Il l'a maintenu. Pas menaçant, ne reculant pas non plus. Juste stable, présent. Evan Carmichael, lança-t-il. Assez fort pour être entendu, mais pas assez pour être un cri. C'est moi, dis-je. Je n'ai pas bougé de là où j'étais. Je n'ai pas changé ma posture. Je l'ai juste observé comme on observe quelque chose dont on n'est pas encore sûr. Je m'appelle Derek Hay, dit-il. Il a balancé sa jambe de la moto et s'est levé de toute sa taille. Il était plus grand que je ne m'y attendais. Je pense que nous devons avoir une conversation. D'homme à homme. Je l'ai étudié un long moment. J'ai observé sa veste, sa moto, la façon dont il se tenait. Détendu mais ancré comme un homme habitué à être au centre de l'attention. C'était l'homme, celui dont Lily avait parlé, celui qui était entré dans ma maison pendant que j'étais au travail, assis dans mon salon, parlant à mes enfants de comment il était leur vrai père. Et le voilà à ma porte, demandant une conversation. À propos de quoi exactement? J'ai demandé. Calme, de niveau, sans lui céder un pouce. Il a incliné la tête, a presque souri. À propos de quelque chose qui sont sur le point de changer. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'en avais pas besoin. Je suis juste resté là et je l'ai laissé parler parce que j'en savais déjà plus qu'il ne le pensait. Et j'avais déjà 3 coups d'avance sur tout ce qu'il allait dire. Nous avons parlé pendant environ 15 minutes. Rien d'explosif. Derek a exposé sa version des faits à grands traits. Il a dit qu'il se souciait des enfants. Il a dit que la situation était devenue compliquée. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions gérer cela en adulte. J'ai écouté, j'ai hoché la tête au bon moment, sans lui donner aucune prise. Quand il est parti, je suis rentré directement et j'ai noté tout ce qu'il avait dit. Mot pour mot, aussi précisément que je pouvais m'en souvenir. J'ai envoyé un SMS à Doug avec les notes avant même de m'asseoir. 3 jours plus tard, un vendredi après-midi,
je ramassais Owen à l'école quand je les ai vus. Cette moto défilant dans la rue en formation lâche, lentement et facilement, comme s'il se promenait. Aucun logo visible, aucune bannière, juste du cuir et du chrome passant devant l'école à la vitesse exacte qui disait qu'il voulait être remarqué. J'ai mémorisé les plaques, sorti mon téléphone et enregistré 30 secondes de vidéo avant qu'il ne tourne le coin. Puis je suis rentré à la maison, j'ai mis Owen devant ses dessins animés et j'ai rappelé Doug. C'est Doug qui a suggéré les tests ADN. J'étais assis en face de lui dans son bureau un mardi matin, passant en revue tout ce que nous avions construit jusqu'à présent. Les dossiers financiers, l'audio, la visite de Derek, les images des motos. Doug a écouté tout cela, a pris des notes, a posé le genre de questions pointues qui me disaient qu'il faisait cela depuis assez longtemps pour savoir exactement où se trouvaient les points faibles. Puis il s'est penché en arrière, a croisé les mains et a dit, « Evan, je dois vous dire ceci pour la suite. » J'ai attendu. La piste financière est solide. L'enregistrement est solide, mais rien de tout cela ne touche directement les enfants. Si cela va en justice, et c'est très probable, l'autre partie va argumenter que Derek n'a aucune légitimité légale, qu'il est un étranger. Que vous êtes le père officiel des deux enfants. Il a fait une pause. Mais si nous pouvons établir la paternité biologique, si nous pouvons obtenir les résultats ADN pour Lily et Owen, alors nous contrôlons tout le récit. Nous forçons Derek à se révéler au grand jour et nous décidons de nos conditions pour la suite. Je n'ai pas hésité. Pas une seconde. Faites-le, dis-je. Doug m'a expliqué le processus. Des kits ADN à domicile. Simple, discret. Aucune visite à l'hôpital requise. Des frottis de joues pour moi, Lily et Owen. Je pouvais le faire moi-même à la maison sans que Margot ne le sache. Les résultats reviendraient en 5 à 7 jours ouvrables. Doug s'occuperait directement du laboratoire. Personne d'autre ne les verrait avant que nous soyons prêts. J'ai récupéré les kits un jeudi après-midi. Je les ai gardés dans mon camion jusqu'au vendredi soir, quand Margot avait emmené Owen à son entraînement de football et que Lily était à une soirée pyjama chez une amie. Une maison vide, une intimité totale. J'ai fait mon propre prélèvement en premier. Rapide, facile, presque mécanique. Puis j'ai attendu qu'Owen rentre à la maison. Il est entré, dans son maillot de foot, encore plein d'énergie après le match, la bouche pleine de questions pour savoir s'il pouvait avoir une collation. Je l'ai assis à la table de la cuisine, lui ai dit que je devais faire un petit projet scientifique avec lui, quelque chose pour un devoir scolaire sur lequel je l'aidais. Il a trouvé ça cool. Il a ouvert grand la bouche sans faire d'histoire. J'ai fait le prélèvement en environ 3 secondes. Il l'a à peine remarqué. Celui de Lily était plus délicat. J'ai dû la chercher à la soirée pyjama le lendemain matin et trouver une raison de le faire dans la voiture sur le chemin du retour. Je lui ai raconté la même histoire, un projet, quelque chose d'amusant. Elle était sceptique, comme les enfants de 9 ans le sont de tout ce qui semble trop facile, mais elle a coopéré. 2 minutes plus tard, j'avais ce qu'il fallait. J'ai déposé les échantillons chez Doug le même après-midi. Les 5 jours suivants ont été parmi les plus longs de ma vie. Non pas parce que je ne savais pas déjà, au fond de moi, ce que les résultats allaient dire. Je savais. Les mots de Lily, la présence de Vince à la réunion, la réaction de Margot quand elle l'a vu, l'argent, l'enregistrement, tout pointait dans une seule direction. Mais savoir quelque chose au fond de soi et le voir confirmé sur un morceau de papier sont deux choses entièrement différentes. L'une, on peut la refouler, l'autre, on ne peut pas. J'ai maintenu ma routine à la perfection. Travail, maison, enfants, dîner, lit. Margot et moi parlions de choses normales, des horaires scolaires, d'une fuite dans la salle de bain à l'étage, de savoir si Owen avait besoin de nouvelles chaussures de sport. Je l'observais à table tous les soirs et j'essayais de lire son visage, d'essayer de trouver les failles où la performance s'arrêtait et où la vraie personne commençait. Mais Margot était douée pour ça. Elle l'était depuis des années. L'appel de Doug est arrivé un mercredi matin alors que j'étais à l'entrepôt. J'ai les résultats, dit-il. Pas de préambule, pas d'adoucissement, juste le fait. Venez quand vous pouvez. J'y suis allé directement. Doug m'a tendu les papiers sur son bureau sans cérémonie. 2 rapports, 2 ensembles de résultats. Je les ai lus lentement, même si je savais déjà ce qu'ils disaient. Lily, pas une correspondance biologique avec Evan Carmichael. Owen,
pas une correspondance biologique avec Evan Carmichael. Les deux enfants partageaient un ADN paternel cohérent avec un seul homme inconnu. Voilà. En noir et blanc. Le fondement de ma famille s'est effondré en données sur une page. Doug m'a laissé une minute. Puis il a dit, maintenant, voici où ça devient intéressant. Il a sorti un dossier épais avec des pages surlignées. Un précédent en matière de garde d'enfants d'un tribunal fédéral de l'Ohio, décidé il y a 3 ans. Un homme nommé Gerald Whitmore avait intenté un procès pour obtenir les droits parentaux sur 2 enfants qu'il prétendait être biologiquement les siens. La mère était mariée à un autre homme depuis la naissance des enfants. L'autre homme les avait élevés, pourvus à leurs besoins, avait été légalement désigné comme le père sur tous les documents. Le tribunal a statué entièrement en faveur de l'homme qui les avait élevés. Doug a tapé du doigt sur le dossier. Le père biologique, Whitmore, a fait valoir que la génétique devrait l'emporter sur tout le reste. Le tribunal n'était pas d'accord. Ils ont dit que les droits parentaux ne sont pas seulement une question de biologie. Ils sont une question de présence, d'investissement et de statut légal. Whitmore n'avait aucune de ces choses. Il avait été totalement absent de la vie des enfants. Le tribunal l'a déchu de toute revendication. J'ai regardé Doug. Derek n'a pas été entièrement absent. Non, dit Doug, mais il n'a jamais été légalement reconnu. N'a jamais payé un sou pour leur entretien. N'a jamais déposé un seul document revendiquant la paternité. Et vous, vous avez adopté Lily. Vous êtes sur le certificat de naissance d'Owen. Vous avez été celui qui les a élevés. Qui a pourvu à leurs besoins, qui s'est présenté chaque jour. Il a maintenu mon regard. Nous utilisons cela. Nous utilisons tout. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai hoché la tête. Quelle est notre prochaine étape? Doug a souri. La première fois que je l'avais vu faire cela. Nous attendons qu'il fasse la sienne. Il n'a pas eu à attendre longtemps. C'est arrivé un lundi matin. J'étais déjà à l'entrepôt, à mi-chemin d'un contrôle de stock, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Carmichael, ici Patricia Eden, la coordinatrice du bureau d'accueil de l'école de Lily et Owen. Mon estomac s'est noué avant même qu'elle n'ait fini la phrase. Non pas à cause de son ton. Il était calme, professionnel, mais à cause du simple fait que l'école n'appelait jamais à moins que quelque chose n'aille pas. Nous avons une situation ce matin, dit-elle. Votre femme est venue il y a environ 20 minutes pour retirer les 2 enfants. Elle a dit qu'ils avaient un rendez-vous médical et elle avait des documents avec elle, mais lorsque nous avons consulté les formulaires de contact d'urgence. Les 2 enfants sont répertoriés avec le consentement des 2 parents requis pour un départ anticipé. Nous ne pouvions pas les laisser partir sans votre autorisation. J'étais déjà en mouvement, déjà en train de saisir mes clés sur le bureau, déjà en route vers la porte. Ne la laissez pas partir avec ses enfants, dis-je. Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais voulu, mais je ne l'ai pas adoucie. Je suis en route. 10 minutes. J'ai conduit vite mais régulièrement. Pas de gestes imprudents, pas de panique, juste de la concentration. Le genre d'attention vive et nette qui vient quand tout ce qui vous tient à cœur est réuni au même endroit et que quelqu'un essaie de vous le prendre. Je me suis garé sur le parking de l'école. Margot était toujours là, debout près de l'entrée principale, pochette à la main, téléphone dans l'autre, parlant à Patricia à travers la porte vitrée avec une expression que je reconnaissais, celle qu'elle arborait lorsqu'elle essayait de se frayer un chemin en charmant un obstacle. Le sourire poli, le ton patient, la façon dont elle vous faisait sentir que c'était vous qui étiez déraisonnable. Cela ne marchait pas. Patricia restait ferme de l'autre côté de la porte, les mains croisées, apologétique, mais inébranlable. Je me suis approché et me suis arrêté à quelques pas de Margot. Elle s'est retournée et, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai vu son masque glisser, juste une seconde, juste assez longtemps pour que je puisse voir ce qu'il y avait en dessous. Pas de colère, pas de défiance, de la peur. Evan, dit-elle, se reprenant vite. J'étais juste. Je sais ce que vous faisiez, dis-je. Calme, de niveau. La façon dont vous parlez quand vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour que votre message passe, et que ça ne marchera pas. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je la coupai. Pas rudement, juste nettement. Patricia, dis-je,
me tournant vers la femme à la porte. Pouvez-vous laisser les enfants sortir? Je m'en occupe. La porte s'est ouverte. Lily est sortie la première, son sac à dos sautillant, et s'est arrêtée quand elle nous a vus tous les deux debout là. Elle a regardé entre nous, lisant la pièce comme les enfants le font, instinctivement, quand ils sentent que quelque chose ne va pas mais ne peuvent pas le nommer. Owen était juste derrière elle, plus silencieux, regardant Margot avec une expression difficile à lire. Je me suis agenouillé pour être à leur niveau, j'ai souri, pas forcé, réel, parce que les voir était la chose la plus importante. Tout le reste, Margot, les avocats, la bataille à venir, tout cela n'était que la machinerie pour arriver à ce moment. Celui-ci, juste ici. Salut les amis, dis-je, et si on allait prendre le petit déjeuner? Juste nous trois. Owen m'a regardé, puis Margot, puis de nouveau moi, et puis il a dit quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Papa, tu vas nous protéger. J'ai posé ma main sur son épaule, je l'ai tenu là, ferme et stable. Toujours, dis-je, quoi qu'il arrive. Margot n'a pas dit un mot de plus. Elle s'est retournée, est allée à sa voiture et est partie. Je l'ai regardée partir, puis je me suis levé, j'ai pris la main d'Owen dans la mienne et j'ai emmené mes enfants vers le camion. Lily s'est appuyée contre mon flanc pendant que nous marchions. Et pendant un instant, juste un instant. Tout le reste a disparu. Il n'y avait que le parking, le soleil du matin, et le poids de deux petites mains dans les miennes. Je les ai attachés, j'ai quitté le parking et j'ai appelé Doug avant d'atteindre la route principale. L'audience fut fixée un jeudi de fin octobre. Doug a passé les 2 semaines précédentes à s'assurer que chaque pièce à conviction était irréfutable. Les dossiers financiers organisés chronologiquement dans un seul classeur. L'enregistrement audio sauvegardé sur 3 appareils distincts. Les résultats ADN certifiés et signés par le laboratoire. Les images d'Iron Ridge passant devant l'école. La visite de Derek à la maison documentée dans mes propres notes manuscrites horodatées et attestées par Doug lui-même après coup. Et le précédent Whitmore de l'Ohio, que Doug avait signalé, surligné et dont il avait préparé un résumé écrit pour le juge. La nuit précédant l'audience, Vince Alderman m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Nous n'avions parlé que 2 fois depuis la réunion. Une fois lorsqu'il m'a contacté pour la première fois, et une fois lorsqu'il m'a remis une enveloppe en papier manille devant une station-service du sud de la ville. Cette enveloppe contenait tout, les registres internes du club, le journal financier montrant comment Iron Ridge acheminait l'argent via des sociétés écrans, et le plus accablant, une note manuscrite de la main de Derek, exposant l'accord avec Margot. Le calendrier, les attentes, le plan. Cette note était la pièce qui a changé toute l'affaire. Demain, c'est le grand jour, dit Vince. Sa voix était calme, mesurée, la voix d'un homme qui avait fait la paix avec ce qu'il faisait. Je voulais juste que tu saches que je ne disparaîtrai pas. Si le tribunal a besoin de mon témoignage, je serai là. Je l'ai remercié. Je l'ai noté. Puis j'ai raccroché et j'ai essayé de dormir quelques heures, ce qui n'est pas venu. La salle d'audience était plus petite que je ne l'attendais. Pas de grandes colonnes de marbre ni de plafonds imposants. Juste une pièce simple avec des bancs en bois, un éclairage fluorescent et un banc de juge qui semblait avoir connu des jours meilleurs. La juge Carol Whitfield présidait. Une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs et à la réputation, selon Doug, de ne tolérer aucun jeu. Margot était déjà assise quand je suis entré, flanquée de son avocat, un jeune homme nommé Paul Driscoll, qui n'avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi non plus. Elle m'a jeté un coup d'œil en entrant, mais son expression ne laissait rien transparaître. Le masque était toujours en place, fermement fixé. Le côté de Derek était étonnamment vide. Il avait déposé une motion de dernière minute revendiquant les droits parentaux sur les 2 enfants. Mais son avocat, un praticien solitaire que Doug décrivait comme « au mieux adéquat », était seul, feuilletant des papiers avec le genre d'urgence qui suggérait qu'il n'en avait pas vu la plupart avant ce matin-là. Doug n'a pas perdu de temps. Il a exposé l'affaire méthodiquement, pièce par pièce, comme on démonte quelque chose pour montrer exactement comment il a été construit. Premièrement, les finances. 38 000 $ acheminés via des sociétés écrans liées à Iron Ridge sur 3 ans. Puis l'enregistrement, la propre voix de Margot, calme et délibérée, décrivant le plan d'utiliser la confiance d'Evan et l'argent d'Evan comme tremplin pour une sortie. Puis les résultats ADN, 2 enfants, aucun des 2 biologiquement liés à l'homme qui les avait élevés, aimés, et signé tous les documents qui disaient qu'il était leur père.
Et puis la note, l'écriture de Derek, l'arrangement exposé en termes clairs et sans ambiguïté, le calendrier sur lequel ils s'étaient mis d'accord, les rôles que chacun avait accepté de jouer. Driscoll s'est opposé 2 fois. Les 2 fois, la juge Whitfield l'a débouté sans grande discussion. Elle a lu la note elle-même, lentement, la tenant près de son visage comme si elle voulait s'assurer de ne pas manquer un seul mot. Quand elle l'a posée, son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans la pièce s'est déplacé. Le genre de déplacement que l'on ressent plus que l'on ne voit. L'avocat de Derek a soutenu que la biologie devait avoir du poids, que Derek avait une relation avec les enfants, que la situation était plus compliquée que les documents ne le suggéraient. La juge Whitfield l'a laissé finir. Puis elle a posé une seule question. Monsieur l'avocat, pouvez-vous produire un seul document, un certificat de naissance, un dossier d'adoption, une ordonnance du tribunal, quoi que ce soit qui établisse légalement votre client comme parent de l'un ou l'autre de ses enfants? Le silence qui a suivi a suffi comme réponse. La juge Whitfield a pris une interruption de 20 minutes. Quand elle est revenue, elle a repris sa place, a regardé les 2 côtés de la salle d'audience, et a commencé à lire sa décision. Garde exclusive à Evan Carmichael, pour les 2 enfants. La requête de Derek Hay pour les droits parentaux a été rejetée. Toute future revendication est interdite à moins d'être accompagnée d'une procédure judiciaire formelle établissant la paternité à partir de 0. Un processus qui, étant donné le précédent et l'historique documenté de dissimulation, serait une bataille difficile au mieux. L'avocat de Margot n'a pas protesté, ne s'est même pas levé. Je suis resté assis dans cette salle d'audience et je n'ai pas bougé pendant longtemps. Après que la juge Whitfield ait quitté son siège, Doug m'a posé une main sur l'épaule et a dit « Vous avez gagné, Evan », et j'ai hoché la tête parce qu'il avait raison. Mais gagner ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas un triomphe. C'était comme si le sol devenait enfin solide sous mes pieds après des années à marcher sur quelque chose qui semblait ferme mais ne l'était jamais. Je me suis levé, j'ai serré la main de Doug, et je suis sorti de ce bâtiment dans l'air froid d'octobre. Lily et Owen étaient à l'école. Ils ne savaient pas encore ce qui s'était passé, et c'était bien. Je leur dirai ce soir, dans les termes les plus simples que je pourrais trouver. La vérité suffisamment édulcorée pour qu'une enfant de 9 ans et un de 7 ans puisse la comprendre. Pour l'instant, je suis juste resté sur les marches du palais de justice et j'ai respiré. 4 mois plus tard, la maison était différente. Pas physiquement. Les mêmes murs, les mêmes meubles, la même cuisine où j'avais passé des nuits à lire des relevés bancaires jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mais l'atmosphère avait changé. Le poids qui avait pesé sur tout pendant des années s'était levé si graduellement que je ne l'ai presque pas remarqué, jusqu'à ce qu'un matin je me réveille et réalise que je n'en avais pas fait le moindre rêve depuis des semaines. Margot et moi avons finalisé le divorce en janvier. Ce fut silencieux, pas de feu d'artifice, pas de drame judiciaire. Elle a signé ce qu'elle devait signer, a pris ce à quoi elle avait droit, et a déménagé. Aux dernières nouvelles, elle louait un petit appartement dans le nord de la ville. Nous ne nous parlons pas. Pas par amertume, mais par clarté. Il n'y a plus rien à dire qui n'ait pas déjà été dit. Et aucun de nous n'a intérêt à rouvrir ce qui est clos. Derek Hay a disparu, retourné à Iron Ridge. Il n'a plus pris contact depuis l'audience. Doug m'a dit qu'il pouvait toujours essayer de poursuivre les choses par les voies légales appropriées s'il le voulait, mais le précédent et l'historique documenté de dissimulation en font un combat perdu d'avance, et tous ceux qui sont impliqués le savent. Vince Alderman a quitté le club 3 semaines après l'audience. Il m'a envoyé un SMS un soir qui disait juste « Fini avec cette vie. Bonne chance avec la tienne. » Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. J'ai gardé la maison, gardé l'entreprise, gardé la routine qui m'avait porté à travers tout cela. Les expéditions, les factures, le rythme régulier du travail qui avait été mon encre aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Mais j'ai desserré mon emprise. J'ai commencé à quitter l'entrepôt plus tôt. J'ai commencé à être plus souvent à la maison. Non pas parce que je devais l'être, mais parce que je voulais l'être, parce que les enfants étaient là, et c'était là que j'appartenais. C'était un dimanche après-midi de février, l'un de ces rares jours d'hiver à Indianapolis où le soleil se montre vraiment et où l'air ne mord pas. J'ai préparé le déjeuner, des sandwichs, rien de compliqué, et nous mangions à la table de la cuisine. Tous les 3. Owen me parlait d'un livre qu'il lisait pour l'école, quelque chose sur les requins. Il était obsédé par les requins depuis 2 semaines et ne montrait aucun signe de ralentissement. Lily était plus calme,
comme d'habitude, picorant la croûte de son sandwich, à moitié écoutant Owen, à moitié ailleurs dans sa propre tête. Elle faisait ça parfois, dérivait dans son propre monde, et y restait un moment. J'avais appris à ne pas la tirer de là. Elle revenait toujours d'elle-même, et elle l'a fait. En plein milieu du monologue d'Owen sur les requins, Lily a levé les yeux vers moi, a étudié mon visage un instant comme si elle vérifiait quelque chose. Puis elle a dit, « Papa, tu savais pour Derek. Tu savais tout le temps, n'est-ce pas ?» J'ai posé mon sandwich, les regardé droit dans les yeux, comme je le faisais toujours quand elle me posait une vraie question. « Oui, dis-je. Je savais, pendant un moment. »« Et tu es resté quand même, dit-elle. »« Pas une question. »« Oui, dis-je encore. »« Je suis resté. » Elle a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait déjà décidé être vrai. Puis elle est retournée à son sandwich et Owen est retourné à ses requins. Et l'après-midi a continué son cours, comme le font les après-midi. Calme, ordinaire, sans particularité. Mais je suis resté assis à cette table au milieu de tout cela et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, à un endroit qui avait été désaligné pendant très longtemps. Pas le bonheur exactement, bien que cela en fasse partie. Quelque chose de plus profond que le bonheur. Quelque chose de plus proche que de se tenir sur un sol solide pour la première fois depuis des années et de vraiment savoir que cela n'allait nulle part. Owen a levé les yeux de son assiette et a dit, « Papa, savais-tu que les requins peuvent sentir une seule goutte de sang à 1 kilomètre de distance ?» « C'est vrai, dis-je. »« Ouais, c'est dingue. » J'ai ri. Un rire authentique, le genre qui vient sans avertissement et sans effort. Et pour le reste de ce dimanche, ce rire est resté avec moi. Une petite preuve tranquille que le pire était derrière moi. Et quoi qu'il arrive ensuite, je serai prêt.